Bonjour, Cécile Fontaine. Bonjour. Parallèle Sud a décidé d'aborder la campagne électorale d'une façon un peu originale, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tellement confiance aux politiciens pour nous parler de politique. On préfère aller voir des vrais gens, des gens qui s'intéressent à la société. Vous faites un théâtre, et vous allez peut-être l'expliquer plus que ça, que j'ai toujours trouvé social, parce qu'à la limite du journalisme, en tout cas dans le début, j'ai l'impression que vous allez voir les gens, les vrais gens, avant d'arriver à créer ensuite avec eux. Vous faites aussi de la musique, et vous allez nous parler de la campagne électorale. Mais peut-être pour commencer, une phrase de présentation, qui êtes-vous, Cécile Fontaine? Alors, tout simplement, donc Cécile Fontaine, je suis réunionnaise. Je suis comédienne de formation et ces derniers temps, je chante au sein d'un groupe qui s'appelle La Sépia. Oui. Et puis, je suis responsable artistique d'une compagnie qui s'appelle Rouge Bacoli. Cette compagnie est pluridisciplinaire. Donc, on travaille aussi bien avec sur le champ de la musique, que du théâtre, que dernièrement la photo, puisqu'on soutient le projet d'un super photographe qui travaille avec nous depuis le début, qui s'appelle Jean-Marc Grenier, Oui. et qui a un projet autour du Maloya, qui s'appelle Rentre dans le rond, Maloya la Panou l'a fait. Et donc ça va donner lieu aussi à une exposition. Et du coup, oui, c'est forcément, en fait, il y a un ancrage social fort, puisqu'en fait, la compagnie s'est fondée sur un projet autour de la prostitution. Donc, je suis allée à la rencontre de femmes qui se prostituent à On Saint-Denis. s'en souvient, oui. Voilà, et du coup, en fait, ça a été un acte assez fondateur. Et du coup, j'ai un petit chat qui est trop Qui est petit, mignon, en fait. qui va nous amener des vues sur YouTube, normalement. Il y a un chaton. Coucou, dis coucou à la caméra. Et du coup, qu'est-ce que je disais? En fait, c'était assez fondateur parce que j'ai initié un travail avec une association qui s'appelle l'ARPS, Oui. Association réunionnaise de prévention des risques liés à la sexualité. Et du coup, d'avoir ce partenariat avec en fait, une assistante sociale essentiellement, en fait, 2 assistantes sociales, il y en a 2 qui se sont suivies, et en fait, qui m'ont permis de rentrer en contact avec les femmes qui se prostituent. Donc vraiment, l'approche, elle est très délicate, en fait, hein, dans ces cas-là. En fait, il faut avoir des personnes de confiance autour de soi. Voilà, c'est pour ça que peut-être ça fait journalistique. Il fallait du temps, j'imagine, ça s'est étalé dans le temps. Exactement. Donc, on a mis une bonne paire d'années, quoi, en fait, à finalement sortir Chérie, concentre-toi, s'il vous plaît. Oui. Voilà, et puis ça a été tout de suite pluridisciplinaire, puisqu'en fait, il y avait une musicienne, Marine Charlin, il y avait une comédienne, Manuela Zéziquel, il y avait aussi une auteure de renom, Nancy Houston, qui nous avait beaucoup plu à l'époque, parce qu'elle venait d'écrire un livre qui s'appelait Reflet dans un œil d'homme. Et aussi pas mal sur la pornographie aussi. Voilà, donc on avait aussi besoin, nous, en tant que femmes, de faire des recherches un peu aussi personnelles au travers de ce projet-là. Et du coup, on s'est investis toutes les 3. Et puis après, il y a Anne qui est arrivée et qui a fini aussi par mêler l'art plastique, donc projection d'images. D'accord. Aussi, donc c'était quelque chose d'hybride. Et là, je vois bien votre démarche à s'approcher de la matière dont vous allez parler, à essayer de la comprendre. Oui. Et est-ce que vous vous êtes déjà approché de la matière politique? Est-ce que ce monde politique qui envahit l'écran, qui envahit les journaux, vous le connaissez un peu? Je le connais parce que forcément, sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup. Et puis là, il y a la campagne présidentielle. Mais je ne l'aborde pas dans mon travail de manière frontale. En fait, je l'aborde de fait parce que dans politique, pour moi, l'acte politique, il est aussi dans un engagement sur le terrain, sur le territoire. Et là, pour parler de ce que j'ai fait dernièrement, j'ai été en résidence de diffusion à Sainte-Rose. Et j'ai découvert en fait un territoire et du coup des pratiques culturelles fortes sur ce territoire. Et j'ai occupé un espace, l'espace d'accueil d'une salle qui pourrait devenir une salle, un espace culturel
qui sans doute en passe de devenir un espace culturel, qui s'appelle Noël Bataille. Et ça se situe où? Ça se situe à Ravine-Glissante. D'accord, l'ancienne usine. L'ancienne usine de Ravine-Glissante. Donc, par méconnaissance et par naïveté, en fait, je suis entrée sur ce territoire en me disant j'ai un fil rouge, c'est tapis mendiant et donc des pratiques autour de la couture. Et en fait, j'ai découvert surtout une pratique musicale intense. En fait, il y a beaucoup de musiciens à Ravine-Glissante. D'accord. Voilà. D'accord. Énormément de musiciens, un vivier très abondant en fait de musiciens. Et du coup, ça m'a fait réfléchir aussi beaucoup à ce qu'on appelle le culturel. Quand on fait des démarches comme je fais avec la compagnie, de demande de subventions, on a toute une partie en fait de la politique culturelle qui incite à aller vers des espaces qui n'ont pas qui sont dépourvus en offres culturelles. Et du coup, d'entrer sur un territoire en fait qui a la culture en lui, qui est culturel d'emblée, en fait, ça permet de réajuster les choses en soi et de réellement se dire, en fait, dans la façon même dont les institutions nous proposent d'entrer sur le territoire, on a l'impression que nous, on va faire l'offre culturelle. Alors que l'offre culturelle, elle est préalable, elle est déjà présente sur le territoire. Elle était là, mais peu connue des grands circuits. Absolument pas, parce que d'abord, les pratiques sont souvent des pratiques amateurs. Malgré tout, je veux dire, rarement, en fait, en tout cas pour les groupes que j'ai rencontrés, ils vont avoir des pratiques dans les ronds, directement, justement, populaires, et pas dans les théâtres, dans les salles, dans les grandes salles de renom. Ils s'appellent comment, ces groupes? Alors, on a rencontré Racine Kerkaf, oui, et on a rencontré Calcutta. D'accord. Mais en réalité, il y a d'autres musiques sur le territoire. Il y a des DJ, il y a des gens qui ont fait des parcours aussi. Léa Lavernay, par exemple, qui est une très, très bonne musicienne, qui est prête à faire son album, et qui est juste habitante de Ravine-Glissante. Et tout ça en un temps record. Combien de temps? On a fait fin du mois de janvier jusqu'à fin du mois de mars. Et donc on avait l'idée à la fin de cette résidence donc d'intégrer en fait les deux groupes qu'on avait rencontrés au départ et avec qui les choses s'étaient bien passées, de les intégrer à une programmation. Donc la Sépia, puisque moi j'arrivais avec un groupe de musique, Racine Kerkaf, Calcutta, et puis Jean-Marie Barré parce qu'on l'adore. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Noël Bataille est décédé. Voilà, donc du coup, on a dû annuler à 2 jours de l'événement une grosse scène pour nous, une scène en plus qu'on organisait. Elle aura lieu quand elle est reportée? Elle est reportée. Vous avez déjà la date? On n'a pas encore la date, donc ça va être dans un deuxième mouvement. Mais en fait, la mort vient nous percuter aussi, et c'est quelque chose que peut-être on a du mal à imaginer. Dans la vie, parce qu'on vit dans une société aussi où la mort n'est pas discutée. Et moi, dans ma réflexion, je me dis que réellement, on a absolument besoin de créer des espaces culturels qui intègrent la mort, la joie, la musique. Et qu'on s'est rendu compte au moment où ça s'est passé à quel point en fait chacun aborde la mort d'une manière extrêmement personnelle, soit par le biais des croyances, par exemple respecter un deuil de 40 jours, soit de différentes façons. J'ai eu des témoignages de public qui disaient mais on aurait pu faire un hommage là pourquoi en fait nous priver d'un événement musical? Mais l'hommage sera sans doute dans le spectacle reporté. J'imagine que ça va changer votre façon de certainement, exactement. Et du coup, j'ai très envie, mais c'est un scoop parce que je ne l'ai pas encore dit à la ville de Sainte-Rose qui est notre partenaire. J'ai envie de faire un festival en fait
au moins sur 3 jours. Parce que je me suis rendu compte que sur le territoire, il y a tellement une ferveur culturelle. J'ai tellement envie aussi que tout le monde soit là, que j'ai envie d'agrandir cet espace et de dire, en fait, on va pas faire une après-midi, on va faire 3 jours. C'est nécessaire pour pouvoir intégrer tous ceux qu'on n'avait pas imaginé qui arriveraient au cours de cette résidence. Ah oui, ça fourmille, quoi. Hein, voilà, voilà. Après, c'est peut-être utopique, mais moi, dans mon esprit, l'espace culturel, il est complètement, ouvert à tous. Vraiment, et la nécessité, en fait, aujourd'hui, d'intégrer le conflit, le débat politique aussi, mais le débat pas forcément... Vous avez passé 3 mois, donc de janvier à fin mars avec ces gens-là, 3 mois qui ont été animés, entre guillemets, quand même par la campagne électorale qui concerne la France, donc la Réunion nécessairement. Est-ce que c'était quelque chose qui était intégré dans vos discussions tous les jours avec les gens de Ravine Glissante, les acteurs culturels que vous venez de présenter? Alors, moi, je pense un petit peu comme Édouard Louis, qui est un auteur contemporain très, très intéressant du point de vue de ce qu'il apporte sociologiquement comme regard, que tout le monde n'a pas la nécessité de parler du politique. Tout le monde n'a pas forcément l'urgence de parler de politique, d'autant que les territoires ruraux comme ailleurs peuvent être marqués en fait par des clans politiques qui ne favorisent pas en fait l'émergence d'espaces justement pas forcément de neutralité, mais un espace ouvert où en fait chacun peut être intégré quelle que soit sa couleur politique. Et je pense qu'on doit absolument refaire vivre les espaces de cette manière. On doit tenter de laisser le conflit. En fait, l'engagement, il doit être dans la persuasion. Il faut qu'on soit persuadé qu'il y a nécessité d'espace de dialogue, de débat. C'est important. On ne peut pas en fait utiliser l'espace culturel pour ramener à soi une pensée politique. Et du coup, c'est comme ça que je pense les choses aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais arriver à exprimer, mais pour moi, un espace comme celui qui peut naître à Ravine Glissante, il peut être très original parce qu'il peut sortir complètement du circuit de l'offre culturelle, parce qu'il intègre directement en fait les gens dans leur pratique. Il n'y a plus de frontières, de barrières en fait entre le spectateur et l'acteur. En fait, la culture, c'est nous. Moi, j'ai un peu l'impression, au-delà de l'aspect culturel, d'un décalage profond entre la vie réelle que vous avez vécue dans la sphère culturelle et la vie politique telle qu'elle nous est présentée et selon laquelle il va falloir se prononcer dans 2 dimanches de ça, quoi. Oui, d'autant qu'on a subi des agressions quand même importantes du type le masque, le pass sanitaire, et qu'au moment où on est arrivé, en fait, nous, ce qu'on ressentait sur le terrain, c'est un besoin de sortir, quoi, de sortir de ce musellement-là, en fait, de cette emprise, en fait, d'une politique sanitaire qui était extrêmement violente pour moi, pour l'ensemble de la population, qui continuait, en fait, de discriminer. Et qui mettait à plat, en fait, tout le principe de la décentralisation, quoi, d'aller vers les gens et de réduire l'écart entre ceux qui profitent de l'offre culturelle, qui vont au théâtre, etc., et ceux qui n'en font pas partie, qui s'en sentent de toute façon exclus.
Là, il y a eu pour moi une Vous poussée. pensez qu'on en est sorti de la crise sanitaire dans ces aspects les plus contraignants, qui ont été le masque, le pass vaccinal, qui est encore valable ces jours-ci à La Réunion, peut-être qu'il ne le sera plus dans quelques jours, mais vous pensez qu'on s'en sort? En fait, pour moi, tout dépend de l'issue des élections. Moi, je pense que il y a une vraie menace Mhm. sur notre vie, en fait. Bon, sur la numérisation. En fait, il y a des gros enjeux capitalistes. Oui. Il y a des gros enjeux de lobby, etc. Et je pense qu'en fait, si la droite repasse, si Macron repasse, on risque Macron est de droite, on est d'accord? Oui. D'accord. Oui, oui, voilà, c'est vrai, ça Oui. aussi, on doit le redéfinir. Et puis en plus, j'ai été séduite un peu par l'idée qu'en fait, on devait réfléchir à cette histoire de parti. Mhm. Mais là, on a vécu une campagne où en fait, on a dû passer au crible aussi les idéologies pour pouvoir se situer. Et je trouve que on est maintenant peut-être un peu plus affûté. Si Macron nous a dit au départ je suis ni de droite ni de gauche et qu'il a réussi en tant que petit banquier à s'immiscer et à se propulser, je crois qu'aujourd'hui on a vu de quoi il était capable, quels intérêts il défend. Et maintenant on est plus conscient de ce qu'on doit regarder attentivement dans un programme politique, il me semble. Pour revenir à cette crise sanitaire, vous pensez qu'il y aurait eu une façon de gauche contre une façon de droite de gérer cette crise sanitaire? Parce que c'est pas encore très clair dans l'esprit de chacun. On a vécu ce moment, enfin on vit encore ce moment sans réussir vraiment à définir ce qui nous est arrivé. C'est très difficile de prendre des positions sur la crise sanitaire. Oui, parce qu'il y a des troubles aussi scientifiques, quoi. Est-ce que réellement le masque nous préserve de la propagation? Est-ce que réellement le vaccin nous préserve de la propagation? Bon, on a eu quand même pas mal de réponses à ce sujet. Donc, on a quand même un peu l'impression de se faire fionner, quoi. En fait, il y a quand même une volonté de nous vendre du vaccin. Même s'il ne marche pas, on continue dans cette... Exactement comme la Macronie tout au long des Gilets jaunes, quoi. C'est-à-dire, on continue sur la même lignée et en fait, c'est agressivité envers le peuple qui continue à être le seul moyen opérationnel pour la Macronie de faire passer ses idées. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout de confiance en le peuple. En fait, on a l'impression d'un grand mépris. Moi, en tout cas, je me sens pas plus bête qu'une autre. Et pourtant, je me suis sentie extrêmement visée, extrêmement méprisée par des positionnements, en fait, tout au long de cette crise. Moi, j'ai l'impression que les candidats ont eu beaucoup de mal à se positionner sur les décisions qui ont été prises dans le cadre de la crise sanitaire. Parce que très rapidement, on se faisait taxer de complotiste. Si on osait mettre en cause la... Il y a une pub qui est passée à la télé tout le temps, on peut discuter de tout sauf des chiffres. Et quand on ne peut plus discuter des chiffres, on ne peut plus discuter de rien, quoi. C'est sûr. Et puis, moi, ce que j'ai ressenti comme assez violent, c'est en fait la peur, l'instauration de la peur, qui a fait que, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à la directrice de la DRAC un jour que j'ai pu l'interpeller, sur le fait qu'à l'échelle des communes, il y avait réellement une pression parce que médiatiquement, en fait, on était montré du doigt. Cluster, ils ont favorisé le cluster. Et donc, du coup, le politique qui est le plus proche des habitants, et donc l'échelle communale, s'est débiné, a eu peur en fait d'être juste pointé du doigt et de déclencher des clusters, et donc du coup que tout le monde en parle et qu'il y ait une polémique, etc. Et franchement, moi je trouve que c'est pas petit en fait ce qu'on a vécu. Parce que nous qui allons sur le territoire,
on a ressenti énormément ça. Et toutes les villes, les communes qui n'étaient pas à l'aise se sont retrouvées en fait en porte-à-faux parce que si elles se prononçaient, elles devenaient illégales. Enfin, je veux dire, c'est énorme, c'est énorme. En fait, cette violence, on n'avait pas la possibilité d'un autre positionnement sans devenir en fait hors la loi. C'est ça. C'est énorme. Et j'ai le sentiment que si on regardait les cotes de popularité des gens au pouvoir, ça leur a plutôt rendu service. Ce jeu de la peur, ce jeu de marginaliser, parce que les gens qui manifestaient contre le pass vaccinal, dans la manifestation, on arrivait toujours à trouver quelqu'un qui avait un discours complètement un peu délirant et à mettre tout le monde dans le même sac. Et j'ai l'impression que ça pouvait être une façon de manipuler l'opinion populaire sur cette crise sanitaire. Oui, au bout du compte. C'est certain. Et je pense que là, on a aussi, du coup, on doit parler de la responsabilité des médias, parce que c'est eux qui fabriquent le discours aujourd'hui. Aussi, en tout cas, ils contribuent. Et en même temps, je trouve que cette crise aussi a juste... nous a aussi du coup permis peut-être d'aller chercher plus par nous-mêmes. Parce qu'il y avait un tel trouble sur le terrain que du coup on a dû s'aiguiller un petit peu tout seul aussi à se dire comment je dois penser dans tout ça en fait. Je veux pas que mes parents aient le Covid, ils sont vieux, je dois les préserver et pourtant moi j'ai l'impression qu'on doit rester en lien, on ne peut pas s'éloigner de trop. Et on a dû du coup se raccrocher à des médias indépendants. C'est pour ça que je trouve qu'il faut que vous continuiez en tant que média indépendant. C'est primordial. Donc on avait des chaînes comme QG Média, pour citer que ceux que je regarde, QG Média, Blast, qui commençait à balancer aussi de l'esprit critique et qui permettait en fait de redresser un petit peu le... C'était particulièrement difficile parce que quand on passe une interview de Chazot, on se fait traiter de complotiste. C'est ça. C'était compliqué de passer ce stade-là. Oui. Vous parliez de hors-la-loi, de marginalisation. Est-ce qu'il n'y a pas à craindre le fait qu'on ait marginalisé ces gens qui n'aillent plus voter en fin de compte et que ça peut arranger les politiques qui souhaitent rester avec leur précaré. Une fois qu'on a marginalisé des gens et qui n'iront plus voter, on est à peu près sûr du résultat à la fin, quoi. C'est ça. Moi, j'ai eu peur, même en fait, pour parler encore de peur, parce que je pense que ça a été quand même dominant. J'ai eu peur en fait qu'on nous interdise d'aller voter et qu'une partie de la population soit interdite d'aller voter avec cette histoire de passe sanitaire. Et je me suis dit, ok, si on regarde bien, effectivement, alors il y a toute cette frange qu'on appelle complotiste, mais quand même, ça a été démonté par les intellectuels, heureusement. On a des intellectuels en France qui font bien leur travail. Moi, j'ai un souvenir de Edgar Morin, ou un autre vieux de la vieille qui a aussi décomposé, en fait, cette notion de complotisme et qui a réellement... qui a pu réellement démontrer que en fait, les complotistes d'hier étaient les révélateurs de demain. Donc, qu'on était vraiment dans, surtout, ne rien bouger de ce qui est établi. Oui, nous, on a essayé de rester prudents, mais c'est une remarque qu'on a eue. L'autre jour, Philippe Nampon a fait un papier sur lequel il reprend les chiffres officiels en expliquant que 80% des gens qui aujourd'hui sont infectés par le Covid sont vaccinés. Et quelqu'un a très bien remarqué, cet article-là, il y a 6 mois, vous auriez été jugé pour complotisme. Quoi. Exactement. Donc ça va très vite. Et comme on est dans un jugement très momentané, on est beaucoup sur, comme les réseaux sociaux, à l'image des réseaux sociaux, on est sur une réactivité. On est sur l'émotionnel, on est sur mais voilà. Et donc du coup, on touche aux peurs. Et on ne parle pas des choses essentielles qui nous constituent.
La nécessité qu'on a à trouver des espaces de dialogue, apprendre aussi à dialoguer, Ouais. à chercher les sources, Là, c'est quelque chose qui est bouillonnant, je trouve. Dans ces 2 années-là, on a tout le monde, vous avez sorti votre média, c'est pas pour rien. Il y a eu comme une espèce de il y a un besoin, c'est sûr. Il y a un besoin, ça sort de quelque part. On ne sait pas encore si on aura la réussite au bout, mais c'est sûr qu'il y a un besoin. Pour revenir vraiment au sujet de la présidentielle, est-ce que vous, et puis les gens avec qui vous avez travaillé pendant 3 mois, vous êtes intéressés à la campagne et l'avez commenté entre vous, les différentes prises de position des uns et des autres? Bien sûr, oui, constamment. En fait, on a des dialogues parce que, en fait, ce qui se passe, donc soit vient nous toucher directement, comme par exemple la gestion de la crise sanitaire. Donc on est directement touché dans notre chair. Donc forcément, en fait, chacun de nous a des points de vue et au sein de mon équipe, il y a énormément de dialogue là-dessus. Parce que, en fait, la santé, la mort, la vie, notre place dans le monde, en tant qu'acteur culturel, c'est quelque chose qui est au centre. Oui. Donc, il y a eu énormément de dialogue au sein de mon équipe. Qui est au centre de vos préoccupations? Au centre de nos préoccupations, forcément. Est-ce que c'est au centre des préoccupations des candidats? En fait, la crise sanitaire, on sent juste que en fait, c'est juste une façon d'opérer. Quand je parlais de la nécessité de parler de la mort tout à l'heure, je trouve que réellement, c'est extrêmement dégradant pour notre société de traiter la vieillesse comme elle a été traitée. C'est-à-dire avec une comorbidité pratiquement Oui, mais alors qu'on doit faire survivre à tout prix aussi. Sans s'interroger en fait sur la sociologie, en fait, qui meurt à 95 ans. Oui. Et quand on sait qu'en fait c'est la tranche d'âge qui meurt le plus, en fait, qui est morte du Covid en réalité, et que la jeunesse, le bébé, ma mère un jour m'a dit, il y a un bébé qui est mort au journal, on a vu un bébé qui est mort. En proportion, en fait, on n'était pas du tout là-dedans. Pourtant, le journalisme, le média, il a transmis ça, quoi. Il a continué à souffler sa peur et à propager sa peur sur les gens. Donc, moi, je ne sais pas, en fait, comment expliquer ça. Par rapport à ta question, est-ce que ça nous touche directement? Et on voit qu'il y a des positionnements qui vont être qui vont aller encore plus à l'encontre de nos principes à nous de vie, et puis notre espoir aussi. En fait, pour moi, la peur, c'est l'anéantissement de l'espoir. En fait, si on obéit qu'à la peur, si on agit par peur, en fait, où est-ce qu'on donne du souffle à la jeunesse? La jeunesse, pendant toute cette crise, elle a été complètement niée dans ce... En fait, elle est entrée dans la politique sanitaire en se disant, si je ne me fais pas vacciner, je vais être encore plus à la ramasse. Je vais le faire, en fait, parce que j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de voyager, je vais le faire sans peut-être que certains, oui. Mais voilà, après, je sais pas, j'ai l'impression que du point de vue de... Quand Mélenchon parle des étudiants et de la pauvreté, en fait... c'est lui qui propose 1 000 € pour chaque étudiant. Là, on se dit, là, il y a quelque chose de très concret, en fait, qui est proposé pour prendre en considération, en fait, cette jeunesse qui veut s'instruire et qui veut aussi peut-être grimper, avoir un travail, voilà. Bon, voilà. Forcément, en fait, il y a des politiques qui vont peut-être nous parler plus, et du coup, nous, on en parle entre nous, et voilà, et on se dit, là, on voit bien que sur
tous les candidats qui se présentent, bon, Mais là, il y en a oui. peu qui prennent en considération cet aspect-là, pour ne parler que de celui-là. Oui, c'est ça. Et l'aide aux étudiants, il faut avouer que ce n'est pas un sujet central dans la campagne, alors que ça mériterait sans doute de l'être. Pour l'instant, on a quand même le sentiment que ce qui préoccupe les électeurs, c'est les suites de la crise sanitaire et un peu la peur de la guerre pour ce qui est de la France, mais aussi de la Réunion, hein, où on entend parler des problèmes d'approvisionnement si jamais la guerre éclatait. Ouais, Ça nous fait fuir les vrais sujets, sans doute. ça fait fuir les vrais sujets. Et là où en fait moi je suis séduite par le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est que il remet au centre, par exemple, la notion de désarmement du monde. Mhm. Ah, on se dit mais c'est utopiste, mais enfin tu rêves, on peut pas parler de ça, tu vois bien que non, c'est pas ça qui. Mais en fait, moi j'ai besoin d'être guidée par des choses lumineuses. Mhm. Je peux pas être guidée par de la volonté de Ouais. dominer. Déjà moi, je suis réunionnaise, j'ai déjà dans mon histoire la domination intégrée quoi, comme quelque chose de traumatisant pour l'ensemble de mon peuple. Il faudrait qu'en plus, j'imagine qu'on puisse acquérir une arme nucléaire Oui. qui puisse être Mais aussi. parler de désarmement quand les bombes explosent à 2000 km de Paris, c'est presque courageux parce que ça ne fait pas forcément gagner des voix. Exactement, ça fait pas gagner des voix et du coup, pour moi, il sort de la démagogie en fait, il sort du discours dominant qui fait que, en fin de compte, certains sujets sont prédominants. Il essaye, dans Oui. tout ce qui, à chaque fois qu'il essaye d'intervenir, il essaye de parler des sujets qui lui paraissent à lui importants. Et quand je dis lui, c'est même pas lui tout seul. C'est-à-dire que quand même, par rapport aux autres candidats, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est Aurélie Trouvé, c'est Mathilde Panot, c'est François Ruffin. C'est tout un panel en fait de personnages, d'intellectuels, de gens impliqués qui font aussi, qui ont fabriqué en fait ce programme de l'Union populaire. Moi, je trouve que les alternatifs devraient un petit peu regarder ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu énormément autour des Gilets jaunes, la volonté de référendum, d'intégration en fait des classes populaires, etc. Enfin, il y avait la volonté d'une prise en compte de ces voix-là et de dépersonnalisation de la politique. Alors, on est dans un système où il faut une tête d'affiche. La réalité, c'est qu'il faut une tête d'affiche, mais dans le cas de l'Union populaire, je ne peux pas dire ça de Valérie Pécresse. Je ne peux pas dire ça d'Anne Hidalgo. Qui est autour d'Anne Hidalgo? Moi, j'entends rien. Personne. Il n'y a rien. Qui est autour de Macron? Macron. Enfin, Macron et que Macron. Il y a pas mal d'élus à La Réunion. La première fois où on n'était pas sûr qu'il serait élu, personne ne connaissait Macron à La Réunion, personne ne le soutenait. Là, maintenant qu'il est plutôt favori pour être réélu, pas mal de maires se sont déclarés. Tout d'un coup, il y a des gens qui vont derrière au secours de la victoire, quoi. Mais pour revenir à Mélenchon, on ne savait pas au départ que c'est ton candidat préféré, quoi, en quelque sorte. Hein. Et tant mieux, c'est pas une critique, c'est ton choix. C'est un choix qui est construit depuis longtemps. Oui, mais j'ai voté précédemment. J'ai voté précédemment pour Jean-Luc Mélenchon, mais en fait avec la crise, je veux dire, à un moment, je me suis dit que si en fait j'ai été empêchée d'agir comme comédienne, comme chanteuse, j'allais, si ça continuait, en fait prendre les devants pour parler politiquement des choses, en fait, et du coup m'engager politiquement. Donc forcément, j'ai dû faire aussi moi-même une espèce d'introspection sur mes valeurs, quelles étaient mes valeurs. Après, mon expérience, elle est professionnelle.
Donc je pars de mon envie de démocratisation, de décentralisation, de repenser la culture, agis en ton lieu, pense avec le monde, d'Édouard Glissant, c'est des choses qui, moi, me portent énormément. Donc oui, j'ai eu un moment où certainement, en fin de compte, il y a quelque chose qui est devenu plus mûr. Juste votante, en fait, je parle de politique. À moins quelque chose m'ait échappé, tu ne t'es jamais présenté sur une liste d'élection, hein, c'est peut-être même pas dans l'idée. Non, c'est pas dans l'idée. Non, c'est pas dans l'idée parce qu'en fait, il me semble aussi que tout le monde agit en politique quand il est à son endroit, en fait. Et que moi, en fait, contrairement à tous ces maires qui, tout d'un coup, se déclarent favorables à la Macronie, je n'ai pas peur de perdre. J'ai pas peur de perdre. Pour moi, la notion de défaite, elle est relative. Oui. Pour moi, il est plus important d'être droite dans mes bottes, de savoir pour qui je chante, d'être heureuse en fait de cette rencontre, que de me dire je vais peut-être perdre. D'ailleurs, j'ai accepté cette interview, c'est aussi parce que pour moi, je dois aussi utiliser tous les espaces. Oui. Tous les espaces qui me sont donnés de communiquer. Après, je ne veux pas convaincre. Je veux défendre l'idée que une pensée politique, elle se construit. Si on fait que de la terrorisation, on ne construit pas la pensée politique. On enferme en fait les hommes dans un tout petit champ intérieur qui va être extrêmement personnel et individuel. Alors qu'on a vraiment besoin de passer à une échelle collective, intégrative. Enfin, pour moi, c'est la base, et je ne serais pas dans le culturel si je ne sentais pas aussi que quelque part les institutions ont ce désir d'égalité. Alors, comme on ne t'interviewe pas souvent, on ne sait pas si cet engagement est récent ou s'il est cet engagement vers une envie de parler politique est récent ou s'il existait déjà il y a 10 et 20 ans. Est-ce que ça peut marquer un peu un tournant dans ton théâtre? Est-ce que tes prochains sujets seront plus politiques? Je crois pas. Je ne sais pas en fait ce qui m'attend. La réalité, je ne sais pas. J'ai moi-même, je sens bien que là, l'œuvre par exemple d'Édouard Louis que je viens de relire là dans un entretien, Combat et métamorphose d'une femme. Je sens que c'est là en fait que j'ai aussi besoin de parler de ces classes populaires. Et à la fois, comme il dit, il parle de classes populaires, il est à son endroit, mais il ne parle pas aux classes populaires, c'est-à-dire ceux qui vont le lire. Ça ne va pas être cela. Or moi, avec la chanson, je suis dans une accessibilité en fait de ma profondeur qui est simple. J'ai pas besoin que les gens soient des intellectuels en fait pour qu'ils soient avec moi et qu'ils me comprennent et qu'on passe un bon moment. Donc pour l'instant, je suis un petit peu timide sur le sujet de qu'est-ce que c'est que l'engagement politique. Pour moi, il y a un engagement fort à parler de ces états d'âme en toute confiance avec un public qui est illettré, un public ouvrier, un public peut-être de gens aussi qui regardent beaucoup la télé et de les surprendre. Pour moi, c'est important. Oui, et tu disais, c'est pas grave de perdre, l'essentiel c'est de croire à l'authenticité de ce qu'on représente. Mais il se trouve que Mélenchon, c'est aussi celui qu'on présente désormais à gauche comme le vote utile. Peut-être que la défaite n'est pas programmée. Peut-être aussi, peut-être qu'il y a un bon espoir que finalement, il passe. Et vraiment, je le souhaite moi de tout cœur parce que je pense qu'on est arrivé au bout d'un système. Mais à chaque fois qu'on dit qu'on arrive au bout d'un système, c'est comme dans la vie personnelle. On se dit, bon putain, c'est bon, j'en ai ma claque en fait de refaire les mêmes erreurs quoi.
Et finalement, on se dit merde, et là, ok, bon, là, je suis repartie dans une histoire avec les mêmes problématiques. La chiasse. Donc peut-être qu'on n'a pas tout à fait terminé. Oui, c'est pas terminé parce que ce que je voulais dire, c'est que on n'est pas allé au bout. Soyons réalistes, à 2 ou 3 reprises, la France a voté à gauche. Et à 2 ou 3 reprises, elle a été sacrément déçue, quoi. Quelle gauche aussi. Les gens qui votaient, ils croyaient en des vraies choses. Quand ils ont voté pour Mitterrand, ils croyaient changement. Quand ils ont voté pour Jospin, ouais, c'était important. Enfin, c'était pas à l'occasion législative que Jospin était passé. Il y avait un vrai élan. Quand ils ont voté pour François Hollande, c'était mon ennemi, c'est la finance. Donc les gens ont cru quand même à ceux qui votent. Et ceux qui sont arrivés au pouvoir, ils ont un peu trahi entre guillemets les vraies pensées de gauche qui étaient exprimées. Est-ce que Mélenchon risque pas de faire pareil? Pourquoi j'ai envie de dire, pourquoi ne pas tenter quand même? Enfin, je veux dire, s'il fait pareil, on verra, mais au moins on a voté pour quelque chose qui est beaucoup plus intégratif de tous. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi une lutte aussi à engager par tous autour de justement de cette prise de parole, c'est-à-dire oser parler, oser le dialogue, oser l'ouverture, oser. On a encore beaucoup de choses à oser faire là, surtout après 2 ans de mise sous cloche. On doit aussi le faire pour replacer peut-être, remettre au cœur du débat le politique dans le sens noble du terme, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'intérêt général? Moi, je trouve qu'on oublie presque en fait le premier, la première mission en fait de la politique, qui est de parler de tous. Alors on se projette, Mélenchon est élu. Qu'est-ce que tu attends de lui dans les 3 premiers mois? Moi, je pense que la révision de la Constitution, c'est vraiment important. Il y a des lois qui sont passées qui ont extrêmement durci le rapport au travail. J'aimerais beaucoup qu'on reparle des lois liberticides aussi, qu'on a appelées liberticides. J'aimerais en fait qu'on reparte en arrière dans un premier temps. Par exemple, c'est lesquels? Par exemple, interdire aux patrons des médias actuels de détenir le service public. Pour moi, le service public, c'est une des choses que je veux pouvoir voir revenir, mais au galop, quoi. Parce que il y a eu l'hôpital qui a été complètement disséminé. Et en fait, on va certainement avoir affaire à d'autres... Après, le service public de l'information, c'est France Inter, c'est Réunion la Première. En théorie, ils n'ont pas à répondre à des préoccupations du monde économique, ces gens-là. En théorie, mais on sait bien que malgré tout, en fait, il y a quand même un musellement, une invisibilisation, il y a des choses quand même qui sont visibles. Si on commence à éplucher, après, il y a des médias. Par exemple, parfois je survole Acrimed, j'ai pas la télévision, donc je survole parce que je regarde pas la télévision, donc je vois un peu qu'est-ce qui se passe à la télévision par le biais de médias critiques. Et donc du coup, voilà. Mais moi en tout cas, j'aurais envie tout de suite qu'on remette le service public au centre, parce que la réalité, c'est qu'on doit gérer le commun, et le commun restant, j'ai envie de dire, que déjà il est bien disséminé écologiquement parlant, là, c'est urgentissime en fait qu'on puisse voir, s'apercevoir là qu'il nous reste très peu de marge. Il faut qu'on puisse refaire une distribution qui soit plus juste en fait. Enfin, en théorie, chaque journaliste a sa règle éthique qu'il peut faire valoir. Je pense que sur France Inter, Réunion la Première, ils y arrivent, quoi. Le plus difficile, c'est quand on se trouve dans un média qui est dirigé par l'Air Bolloré, quoi, où on a vu comment ça a pu varier, quoi. Alors peut-être que je suis devenue hypersensible, mais moi, France Inter, j'ai arrêté de considérer que c'était une radio intéressante.
C'est dur. À part Guillaume Meurice, de temps en temps, pardon, mais en fait, c'est-à-dire que en fait, je suis heurtée par des choix de personnalité en fait consensuelle. Comme si en fait une parole plus radicale, plus visionnaire, il fallait l'écarter absolument. Donc du coup on trouve toujours des gens qui arrivent à nous embobiner et puis finalement qui arrivent à glisser, mais vaccinez-vous et tout ira mieux. Bon, est-ce qu'on est sûr que Mélenchon il laissera la liberté totale aux journalistes? Parce que parfois c'est difficile d'interviewer Mélenchon quand on est journaliste. Ouais, en même temps, je trouve aussi que le journalisme, il doit aussi se réinventer au travers aussi de sa façon d'aborder les personnalités. On a bien vu là pendant la campagne que en fait, si on interroge tout le temps sur les mêmes sujets, en fait, comment on peut faire émerger la parole originale d'une personne? Si en fait on commence à dire, mais alors donc l'Ukraine, ok, il a été interrogé 10 fois sur l'Ukraine, t'as pas une autre question toi? Non, t'es pareil que les autres. Ah bah écoute, va réviser un petit peu ton socle quoi de journalisme, qu'est-ce qui t'intéresse? Enfin, dans la vie, de réentendre des choses qui ont déjà été dites. Bah, je sais pas, à un moment donné, il y a... Donc on espère des médias plus critiques une fois qu'on aura un président de gauche pour les libertés au pouvoir. Il y a d'autres mesures que tu attends d'urgence de Mélenchon? D'urgence... là, je ne vois pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait? Service public, c'est énorme. Parce que c'est aussi l'éducation. L'école. Enfin, pour moi, on a un vrai problème à l'école. Je sais pas, il y a tellement de choses. Enfin, il y a tellement de choses là qui ont été accélérées dans le mauvais sens. On est là au bord du précipice pour moi. C'est comme ça que je vois la situation. On a rêvé, parce que pour l'instant les sondages ils nous annoncent pas vraiment ça. Ouais. On nous annonce plutôt un deuxième tour Macron-Le Pen. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Je ne voterai pas, je pense, évidemment. Parce que parce que c'était déjà mon choix en fait avant ça. Je ne peux pas voter en fait pour une politique qui ne me correspond pas. Et même si je trouve ça extrêmement ça me fait mal au cœur en fait de me dire qu'il n'y a pas de candidat qui ressemble à mes idées au deuxième tour. Ça me fait mal au cœur, vraiment. Et puis j'ai peur aussi pour la France, pour l'Europe. Je reste dans la méchante réalité des sondages. A priori, les sondages donnent Macron vainqueur dans tous les cas de figure à la fin. Donc on peut se dire, il n'y a peut-être pas besoin de faire le fameux front républicain, quoi. Mais si jamais c'était du 50-50 dans les sondages, tu garderais cette position, je laisse les électeurs se décider? Ben oui, parce que au-delà de... Enfin, je pense aussi qu'il y a des choses qu'on commence à découvrir qui sont des voies parallèles à celles qui sont en fait à nos façons de procéder actuelles. J'aime bien le mot parallèle. Oui, je m'en doute. Mais effectivement, en fait, je pense qu'il nous faudra faire émerger des nouvelles façons de faire qui n'ont plus de référentiel dans l'état actuel des choses. Je ne sais pas comment l'exprimer parce que tout ça vient aussi de l'écologie, et enfin de penseurs aussi de l'écologie. Et je crois réellement en fait qu'il faut faire un pas de côté. Je pense que si cette société devient encore plus excluante, encore moins intégrative, il va nous falloir nous réinventer et réinventer vraiment des choses qui nous ressemblent et qui nous laissent une part d'espoir. Voilà, là je suis peut-être en train de casser l'espoir en te parlant des sondages et puis probablement Macron réélu. Qu'est-ce qu'il faudra faire
après le 23 ou le 24 avril, le deuxième tour. Je ne sais plus exactement, mon esprit se perd sur le... En tout cas, qu'est-ce qu'il faudra faire une fois qu'on sera rentré dans le nouveau quinquennat Macron? Comment tu vas vivre ce moment-là? Je pense que je vais pleurer. Je pense que je vais rebondir aussi très vite. Oui. Parce que c'est qu'un aspect de la vie. Et comme je te dis, on a aussi besoin besoin aussi de s'engager. Enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup de feu. J'ai besoin de m'engager dans quelque chose qui me ressemble. Et du coup, je trouverai le moyen de créer les ouvertures, de créer le dialogue, de m'exprimer artistiquement. Je pense que je ne me laisserai pas abattre. Qu'est-ce qu'il y a à redouter dans le monde culturel qui est le tien, d'un nouveau quinquennat du même style que le précédent? Est-ce que des menaces pèsent sur le monde culturel qui avait été jugé non essentiel à un moment donné, Pour moi, là, dans le culturel, il y a un enjeu vraiment important. Là, il faut vraiment qu'on prenne conscience de qu'est-ce que c'est que l'univers numérique. Aujourd'hui, quand tu fais une demande d'aide pour de la musique, il faut que tu inscrives ton acte dans, dans un soutien au GAFA. Oui, parce que tu ne vendras pas de CD en matière et tu devras être sur les plateformes. Exactement, et donc tu devras en fait donner le fruit de ton travail à des énormes de YouTube, Deezer. Tu devras donner ton travail et te soumettre en fait aujourd'hui, tel que je vois les choses. On nous sert mais il faut que vous inventiez une nouvelle façon de vous engager dans le virtuel. Aujourd'hui, c'est le virtuel. Alors que pour moi, le besoin essentiel des gens, c'est d'être en contact les uns avec les autres. Donc pour moi, il y a un vrai décalage. Et pour moi, ce que j'ai à craindre, c'est qu'en fait, on enfonce encore un peu plus la production artistique dans le million de vues qui va te consacrer, qui va faire de toi une star. Et donc, appauvrissement du culturel et de la diversité. Ça, c'est déjà là. Et comment on résiste à tout ça? Je sais pas, mais je pense que c'est parce qu'on vit autre chose sur le terrain que, en fait, c'est pas ce qui est décidé en haut qui fait en fait notre vie d'en bas. Notre vie d'en bas, elle est faite de gens d'en bas. Et en fait, avec les gens d'en bas, on se comprend. Du coup, ça donne beaucoup de force. On n'est pas si terrifié finalement par ça, parce qu'on se rend bien compte qu'on n'a qu'à déplacer le regard et finalement voir ce qui est et pas ce qui doit être en fonction de la logique du dominant. Pour reprendre ton image des gens d'en bas, que j'aime bien, est-ce que les gens d'en bas ont le pouvoir ou ont les clés de reprendre le pouvoir? Et comment? Oui, j'imagine que en fait ça dépend de à quel endroit on place le mot pouvoir. Après, moi j'ai quand même une impression d'écrasement. Mais ouais, je pense qu'il y a quand même un écrasement et que il y a avec aussi une perte dans l'éducation. Je pense écologie en fait. Je pense que en fait plutôt que de nous vendre en fait des rêves totalement inappropriés, on devrait vraiment là regarder comment on doit agir, comment chacun
doit prendre conscience des gestes et rendre le plus cohérent possible sa vie. Après, on peut pas sortir de la société voilà, tout d'un coup. Forcément, c'est une métamorphose. C'est un moment de transition. Mais pour moi, il y a vraiment, dans l'éducation, dans la prévention, regarde des sujets comme le logement. Je suis effarée par ce qui se passe. Alors moi, mes parents habitent à Sainte-Suzanne. Et du coup, je vois la ville de Sainte-Suzanne se transformer. Quand je passe devant ces immeubles, en fait, en bord de route, avec zéro espace vert, pas de jardin partagé intégré déjà dans la politique de logement, je me dis, ah, là, ça va être terrible. Là, la fracture, on va la ressentir très fort. Parce que ceux qui ont même juste un petit peu, ils vont être la cible très vite. Et on peut très vite arriver à des violences. Oui. Je connais pas l'album de Sepia, là, Tapis mendiant, hein, on regardait quelques trucs dans l'album Sepia. Il y a une chanson qui évoque les sujets qu'on vient d'évoquer. Oui, tourdissement. Capacité reste en contact. D'accord. Ça, il manque à moi, dans ma lise et dans l'isolement. Moi les chagrins, des dans la geôle mon cocotet. Ménatra, les gros bébêtes. Ah, les gros bébêtes, c'est les peurs, c'est toutes les peurs qui nous habitent en fait. Ouais. Oui, celle-ci par exemple, mais après, moi je parle beaucoup d'amour. Hein. Mais mon inspiration, c'est surtout mes déboires amoureux, ma vie sans issue. L'amour sans issue, hein, quand même. L'amour sans issue, la perte de l'amour, l'envie de sortir de cycles infernaux, et voilà. J'ai pas de paroles engagées avec des textes, voilà. Mais peut-être que je ferai du rap l'année prochaine. Je change de registre et puis j'envahis en fait par mon discours. Il y a des gens que j'apprécie beaucoup, que je peux entendre. Voilà, je ne veux même pas citer de nom, mais pour des gens où je sens qu'ils ont quelque chose à dire. Moi, je suis à mon endroit dans quelque chose qui n'est pas forcément une expression purement politique, engagée. Je parle de ce qui touche, de ce qui nous touche peut-être tous de manière... c'est sûr, tout le monde a des déboires en amour. Je le vois bien, je veux dire. Tu es plutôt pessimiste ou optimiste? Je suis optimiste, mais je suis quand même consciente de l'évolution en fait, de l'évolution individuelle par rapport à l'évolution collective aussi. Je pense que réellement, pour se remettre en question, des conditionnements sociétaux, on doit aussi pouvoir remettre en question des conditionnements plus intimes, individuels. Qu'est-ce que c'est que le couple? D'accord. Voilà, des choses en fait qui voilà. Et je pense que l'évolution est possible, mais elle prend toute la vie. Là, les prochains mois, après la résidence de Ravine Glissante, ça va être faire connaître l'album de Sepia, c'est ça? Oui. On a très envie de pouvoir faire entendre notre musique. C'est un peu balbutiant, on a eu quelques coups durs. Le dernier, ça a été, en fait, on a préparé une fête qui n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu une mort, et pas des moindres, celle de Noël Bataille. Donc, toutes les morts sont les mêmes, sont pareilles. Hein, je veux dire, après, c'est surtout que, en fait, nous, on était dans une certaine dynamique. J'espère qu'on va pouvoir revenir sur Ravine Glissante
et aller jusqu'au bout. Mais entre-temps, je pense qu'on va tenter de démultiplier les lieux. On est à la recherche de tourneurs, de chargés de diff, parce que je fais beaucoup de choses, mais voilà, j'ai atteint aussi des niveaux de fatigue par rapport au milieu, par rapport à... Voilà. Mais voilà, on a vraiment envie là que ça se déploie. On a des superbes retours. On a déjà plus de disques. En fait, on les a déjà presque vendus, les CD. D'accord. Donc, on va certainement rééditer. Voilà, on a les vinyles là, qu'il faut que du coup on trouve une occasion de faire un beau focus dessus, parce que ça aurait dû être le 27 là, mars à Avignon glissant. C'est imaginable cette idée de festival de 3 jours dans les 2 mois ou Télémystère. Oui, d'accord. J'aimerais bien pour ça. voilà, non, mais c'est voir la ville de Sainte-Rose, mais ça raconte à Azote comment, en fin de compte, voilà, envie d'utiliser le bilan, mon diagnostic, moi, envie de remettre mon diagnostic du territoire au centre et travailler encore mieux pour la population de Sainte-Rose. À partir de ça, ça veut dire que, voilà, élargir en fait ma façon de penser, parce qu'en fait, on fait des dossiers au préalable, sans avoir en fait vécu le terrain. Là, on a l'occasion, quelque part, par le fait d'être poussé dans le temps, de réfléchir, de recombiner même avec Jean-Marie Barré. Je pense qu'il va se passer des choses. Déjà, on s'est appelé, on s'est dit, n'a pas gagné le temps, réfléchis à un morceau que tu aimes bien, à ou dans la sépia, à moi dans Jean-Marie Barré, quoi lui aime bien. Peut-être qu'il y aura des choses qui vont naître, je sais pas, après, il est sur les prix et tout, voilà. Mais voilà, il y aura des choses qui vont se passer. Mais oui, on va être beaucoup là-dessus. Une question que j'aurais dû te poser avant, c'est la place de la Réunion dans la campagne électorale. Parce que vous posez, donc il faut quand même une cause d'identité, quoi. Bon, par contre, l'identité, vous connaissez, c'est une affaire. Il prend moi la tête. Comme on l'a dit l'autre jour à la radio, là, pour moi, l'identité, c'est une affaire, il faut faire bien attention. Parce que là, l'extrême droite aussi est dans l'identité. Donc, quoi défendre dans l'identité? Il faut nous poser à nous la question, en fin de compte. Pour moi, en fin de compte, moi jamais envie d'être, étiquetée. D'être enfermée, en fait, dans une catégorie, même dans un métier, des fois, mais gagne pas de dire comme il fait. Tellement lui fait de choses. Il ressemble pas, en fin de compte, chanteuse. Tu vois? Les chanteuses, mais ils chantent pas toute la journée devant mon micro, quoi, c'est gazé, quoi. Bah non, en fin de compte, mais ça revoir les gens, m'y repose, m'écoute la forêt, n'a tas d'affaires pour faire. Et quand on dit chanteuse, qu'on en a dans la tête. Donc pour moi, on dit créole, qu'on en a dans la tête. C'est quoi ou fil, bande filtre? Déjà, on voit moi les blancs. Mais où pense en affaire déjà? Mais connaît où pense en affaire? Quand on voit moi déjà, ou l'envie de titiller à moi, ou l'envie de dire, où ça sort, quelle famille? Après ça dit, où c'est pas cette forme d'oreille alors? Et voilà, tout ça là en fin de compte, pour moi c'est un fardeau. Moi, plus envie de dire ça du tout, mais envie de dire ça te dit à moi ça, vous connaissez, votre bande filtre, c'est haute affaire, c'est pas mon histoire. Parce que pour moi, et il m'a pas besoin de justifier à moi plus que ça, mon papa il fait de la généalogie. Moi, les femmes malgaches dans ma généalogie depuis le départ. Tout le monde. Sauf que ma sœur blanc, mes sœurs un petit peu plus noires, comme dirait ma petite nièce. Et un peu plus noires. Mais voilà, c'est une illusion tout ça. Enfin, pour moi, il y a aussi... Voilà. Et en même temps, il y a des choses extrêmement importantes aussi qu'on doit pouvoir, Il y a la préservation de la langue maternelle quand même, qui semble un peu disparaître au fil des générations. Oui, et du coup, c'est pour ça aussi que
l'autre coup me disait, mais moi, mis au dictionnaire quand on y écrit en fin de compte, parce que moi, j'utilise un espèce de créole francisé de Moulincade. Mais comme moi, les blancs, ils voient plus. Quand de monde noir, ils causent avec le mélange créole-français, ils passent tranquille. Oui, là, puis bon, pas de problème, les créoles, pas de problème, alors que, l'autre coup, ma partie, un débat sur la langue créole, on avait un camarade, Zora était là. Il disait, il est bizarre, en français bien sûr, il est bizarre. Moi, j'ai tout compris dans le débat. Mais aussi, parce qu'en fait, on veut parler d'identité et en fait, on utilise beaucoup de mots français parce qu'en fait, la linguistique, en réalité, c'est un outil qui a été, qui est universitaire, qui a été... Donc du coup, même dans le discours, tu vas avoir un mot de structure créole, quoi, qui va faire que, hop, tu as une structure créole, et tout le reste, ça va être français, quoi. Donc tout ça, les gens, ils se font mousser, quoi. Enfin, je sais pas comment... Après, le créole authentique, il est plus dans les chansons, dans les fonds de cœur, parce que... Ouais, c'est vrai, parce qu'il y a une recherche peut-être authentique. Mais qu'est-ce qui est authentique et inauthentique? Moi, j'estime que quelqu'un qui parle français et qui parle créole, il est authentique. C'est juste qu'en fait, son authenticité, elle est conditionnée par l'endroit où il vit. Comment tu veux, je veux dire, on a des médias de partout, on a une éducation. Nous, nos parents, ils nous ont éduqués dans le français. Donc moi, le français, il va venir en premier, en fait. Ça va être ma langue de sécurité. Je peux pas envoyer le créole comme ça sans qu'on se parle, tu vois, qu'on aille un peu plus loin et encore. Mais voilà, ça va prendre du temps. Donc effectivement, on a en fait tout intérêt à regarder ce que les Funkhäuser, ce que les poètes arrivent à sortir encore de la langue. Le passé vient aussi nous toucher en fait. Il refait vivre quelque chose. Moi, je pense à Jean-Marie Barré, mais il a une façon de dire les choses. C'est tellement sensible, tellement naturel. On aurait envie de s'approprier ces mots et d'être un peu lui aussi. Mais donc c'est important qu'il puisse être là et faire ce qu'il fait. Dans la campagne électorale, il y a un mot qui est venu, c'est le mot créolisation dans la bouche de ton candidat préféré. Et est-ce que tu penses que ce concept parle aux hexagonaux? J'ai envie de dire que les hexagonaux aillent un peu se cultiver. Les hexagonaux sont trop hexagocentrés. Il faut qu'ils... Et puis, hexagocentrés, c'est juste qu'ils ont une force de déni incroyable. La créolisation se passe sur le territoire national depuis des lustres. Je veux dire, les migrations font qu'en fait les gens, ils sont blancs, mais ils sont polonais, ils sont portugais, ils sont espagnols. Arrêtez de nous raconter des salades. Hein. L'idée même en fait du métissage. Qu'est-ce que c'est que le métissage? Mais le métissage, il existe de tout temps. Il n'appartient pas à la réalité de la colonisation. Les conquêtes dans l'histoire du monde, c'est l'histoire du monde. Donc la créolisation, finalement, elle est là dès le départ. Moi, je sais pas. Et là, on est dans un temps de recul où les idées de l'extrême droite représentent 30% des gens qui sont plutôt contre la peur de l'arrivée d'un nouvel ADN dans leur population qui est pourtant bien mélangé depuis longtemps. Comme tu viens de dire. C'est parce qu'ils n'ont pas fait leurs propres tests. Ils devraient tous y passer comme ça et on rigolerait un peu. Mais en même temps, on a bien vu aussi que on a observé que les gens qui adhèrent à l'extrême droite sont souvent peu touchés dans leur réalité quotidienne par les valeurs de l'extrême droite. Donc on voit bien encore à quel point le levier de la peur est un levier qui fait agir et qui fait penser. Tout à fait. D'habitude, on termine en titillant l'invité pour qui tu vas voter. Pour toi, on a à peu près compris. Qu'est-ce qui pourrait bien t'empêcher de mettre un bulletin Mélenchon au premier tour? Waouh, qu'est-ce que c'est tordu!
Tu veux dire que s'il faisait quelque chose que moi, comme je l'ai dit, en fait, pour moi, c'est pas Mélenchon, c'est une équipe. Alors il faudrait aussi que du coup, toute son équipe, s'il faisait quelque chose qui allait à l'encontre de mes principes ou qu'il prenait un positionnement qui va à l'encontre de mes principes, je serais très rationnelle, je regarderais tous les autres principes qui correspondent à moi, à mes principes, et je crois que je ne m'arrêterai pas à quelque chose qui... Parce que tout se discute. Et parce qu'on voit même aussi sa propension à évoluer, en fait, à ce Mélenchon en question. Donc, pour moi, j'ai rien envie de figer. Après, bon, bah, vraiment, si c'était quelque chose d'énorme, s'il tuait, s'il prenait une arme, enfin, je sais pas, mais quoi te dire, enfin... Oui, donc il n'y a pas grand-chose qui va t'empêcher de voter Mélenchon. Non. Ben non. Non. Sauf s'il est criminel. Bah oui. Et ouais. Quelle est la probabilité que Mélenchon fasse un crime dans les 15 jours? Je pense pas un délit, un crime. Ben ouais, parce qu'après, délit, moi aussi, hein, j'en fais des délits. Je sais pas. Si t'es allé dans un restaurant sans passe au final. C'est un délit. Il me semble. Bah ouais, je crois bien. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.